Alors salut Greg, salut Karine, bienvenue dans ce nouveau studio de Stardust qui est même pas encore fini. Pour cette petite interview parachutisme, alors le parachutisme on n'en a pas encore parlé sur la chaîne et c'est l'occasion. Donc j'espère que vous serez heureux de les rencontrer, de faire connaissance avec eux. Eh bien déjà, merci beaucoup de nous recevoir, on est vraiment content d'apparaître sur cette chaîne. Et puis bravo pour tout ce que tu as réussi à faire avec cette chaîne depuis le début de sa création. Et ben voilà, nous on est parachutistes de haut niveau dans les disciplines artistiques. Donc notre catégorie à nous c'est le free fly, donc c'est lorsqu'il y a deux personnes à l'écran et on doit construire des chorégraphies artistiques dans le ciel. Donc on est une équipe de 3 personnes, 2 performeurs, un vidéoman qui fait entièrement partie de l'équipe. C'est pas n'importe quel vidéoman qui peut nous suivre, puisque lui aussi il a son rôle et ses figures autant que nous. Donc voilà, c'est vraiment un trio particulier. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Eh bien, on fait ça depuis une quinzaine d'années, mais le haut niveau, ça fait 10 ans. On a vraiment fait un bloc de 10 ans ensemble, justement depuis le jour où on s'y est pris au jeu à dire allez, on se lance dans notre premier championnat de France jusqu'à cette victoire en Australie, on a réussi à devenir champion du monde. Ça a été un bloc de 10 ans de haut niveau. Comment ça vous est venu de vous lancer dans le parachutisme d'abord et ensuite de choisir cette discipline en particulier, chacun d'entre vous? Alors moi, je me suis lancée dans le parachutisme. En fait, c'était un tandem que j'ai fait à 18 ans. On m'avait offert ce cadeau de sauter en tandem à 18 ans. Et c'était tellement intense ce que j'ai vécu, la chute libre. Quand je me suis posée, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Donc j'avais des études de prévues, donc je suis partie faire mes études. Et puis dès que j'ai pu, en fait, j'ai fait la formation pour sauter solo. Et j'ai jamais arrêté depuis. C'est une passion qui a pris toute la place dans ma vie. Ben moi j'avais la chance d'avoir un père qui était pilote de petits avions. Donc les week-ends il m'emmenait de temps en temps avec lui. Et une fois on allait sur une zone qui faisait aussi du parachutisme. Je pense que j'avais 7 ans, 8 ans. Et j'ai vu des voiles dans le ciel. Alors j'ai pas compris tout de suite ce que faisaient les gens là. Et c'est quand j'ai eu 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à voir tous ces films d'action hollywoodiens absolument incroyables. Tous les Point Break et puis les Drop Zone et Terminal Velocity, tous ces films là. Et d'un coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les gens, ils font ça avant d'ouvrir leur voile, ils font de la chute libre, ils font des choses incroyables dans le ciel. Donc j'ai pris tout de suite j'ai été mordu tout de suite et je me suis dit, ok, dès que j'ai l'âge, je veux être parachutiste. Après, pour la discipline qu'on a choisi de faire, le free fly, en fait, il y a beaucoup de disciplines dans le parachutisme. Des gens qui volent à plat, des gens qui s'accrochent sous voile avec les pieds dans les suspentes. Et le free fly, en fait, c'est vraiment la discipline où on va pouvoir utiliser notre corps dans la 3D. On n'a pas de limite de position, donc on essaye d'apprendre à apprivoiser son corps dans l'espace. Donc on va aussi bien chuter tête en bas que assis, que dans l'angle, et en fait c'est vraiment ça, c'est essayer de trouver toutes les combinaisons possibles et imaginables pour développer des nouvelles figures et vraiment transformer son corps en aéronef en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Du coup, si on devait résumer votre palmarès en chiffres, ça donnerait quoi? Eh bien, pour faire une synthèse, parce qu'évidemment 30 compétitions en 10 ans, ça fait beaucoup. Mais donc on a gagné 16 médailles d'or. On a gagné une Coupe du Monde et un Championnat du Monde, qui sont quand même 2 compétitions différentes. Et on a réussi à battre 4 records du monde. Voilà, c'est ça nos plus gros highlights. C'est quoi la performance qui vous a le plus marqué? Clairement, c'est le championnat du monde, parce que pour moi du moins, c'était la première fois qu'on arrivait aussi bien à gérer notre stress en individuel et qu'on arrivait à faire un vrai travail d'équipe. On était vraiment tous les 3 en train de bosser les uns pour les autres au lieu de juste essayer de se préoccuper de sa propre performance, parce que des fois on peut être tellement en panique qu'on sait que se gérer soi-même et on n'est pas assez ouvert aux autres. Et en fait là vraiment on a réussi à faire une super belle performance sur tous les plans. Donc pour moi c'est vraiment ce championnat du monde là qui a vraiment marqué le coup. Comment vous vous êtes bâti en fait ce palmarès en fait? À la sueur de notre front. Oui, c'est un parcours assez long. Bah bien sûr, la première fois qu'on se lance dans une dynamique de faire un championnat de France, on peut pas se projeter tout de suite sur un circuit mondial. Au début, c'était juste voir voilà, est-ce qu'il est déjà possible pour nous de faire un championnat de France et qu'est-ce qui va se passer après ça, etc. Et en fait, on a eu beaucoup de chance, c'est on s'est pris au sérieux dès le début, on s'est entraîné très dur. Notre premier entraînement d'ailleurs, on est parti en Arizona parce qu'on savait que c'était le plus haut niveau à ce moment-là. Donc on a tout fait pour remettre toutes les chances de notre côté dès le début, et ça a marché. Premier championnat de France,
On était dans une catégorie bien sûr non professionnelle, c'était la catégorie amateur, mais on gagne le titre de champion de France dès notre première participation. Donc là, tout de suite, forcément, ça nous a motivés à dire ah ouais, alors on va peut-être regarder comment ça marche, les coupes du monde, les championnats du monde, les équipes de France, tout ça. C'est grâce à cette première performance qu'on a eu on s'est dit voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. En fait, à la base, on s'est lancé dans la compétition suite à une discussion où avec Greg, on habitait ensemble et un soir, je lui demandais s'il pensait qu'il avait des regrets dans la vie. Donc, à l'époque, on avait 26 ans et il me dit bah ouais, moi j'ai un regret, c'est que j'ai tous mes sports en fait que j'ai pratiqués, je les ai poussés à la compétition au haut niveau, sauf le parachutisme. Et je dis bah attends, c'est trop bête, on est trop jeune pour avoir des regrets, on va remédier à ça et du coup on a lancé l'idée de se mettre à la compétition pour voir en fait. Et c'est vrai que comme rapidement on a vu qu'il était possible de faire quelque chose, ben on s'est pas arrêté et puis on est allé jusqu'en haut. Voilà, elle m'a sauvé. Mais d'ailleurs c'est un message qui est super intéressant à faire passer. Que les femmes sauvent les hommes? Bah ça c'est connu. Hein. Oui, on peut faire passer ce message-là. Mais voilà, c'est connu déjà, tout le monde le sait. Non, mais moi ce que je voulais en profiter pour dire que j'étais persuadé à 26 ans que j'étais trop vieux pour faire. Donc là en l'occurrence c'était de la compétition, mais je pense faut pas se mettre ce genre d'idée-là en tête. Et depuis bien sûr j'ai été vacciné de ça. Donc on n'est jamais trop vieux pour faire quoi que ce soit. Si on a un rêve à accomplir et surtout si on a eu à tort, on a commencé à abandonner ce rêve parce que d'autres gens ou d'autres situations ont fait que ça a mis un voile dessus et qu'on a dit ah ça va peut-être être difficile, peut-être qu'il faut que je pense à autre chose, etc. Il faut pas penser de cette façon-là quand on a quelque chose à faire. Si moi j'ai eu la chance d'être sauvé, mais il faut le faire. On peut accomplir ce qu'on veut. Ce sera peut-être difficile, mais tout est faisable. Du coup, j'imagine que vous avez énormément voyagé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces lieux que vous avez pu visiter depuis le ciel, du coup? Waouh, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Alors il y en a énormément. On a fait plus d'une centaine de drop zones dans le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux sortes de voyages. Il y a eu les voyages qu'on a créés nous-mêmes pour aller s'entraîner chez les meilleurs de chaque discipline, pour aller chercher les meilleures compétences, parce que on a une communauté mondiale qui est énorme. Et bien sûr, il y a eu des gens qui se sont spécialisés dans tels endroits pour certaines choses. Donc les Russes sont les champions de la créativité, les Américains sont les champions du vertical. C'est d'ailleurs chez eux qu'on va faire les bigots à chaque fois. Ils ont réussi à avoir la compétence d'avoir la flotte aérienne. Ils sont capables d'avoir une flotte de 8 ou 9 avions sans aucun problème et de voler en formation et de larguer 200 personnes du jour au lendemain comme ça leur fait pas peur. Et en plus, ils ont l'habitude d'avoir justement grâce à ces gros porteurs, des sauts à 30 ou 40, pour eux, c'est normal. Donc, bref, on allait à chaque fois dans tous ces endroits-là pour aller chercher ces compétences-là. Et en plus, il y a eu en parallèle, grâce à nos trophées, à nos médailles, à nos titres, on a été invités à aller faire d'autres prestations juste parce qu'on était un peu connus dans ce milieu sportif. Du coup, dans les entraînements, on a fait l'Arizona, beaucoup. Parce qu'ils ont énormément de rendement, en fait ils s'arrêtent jamais, ils sont non-stop, donc c'est pratique pour nous quand il fait trop froid pour sauter en Europe. En général on part chercher le soleil, donc dans ces destinations soleil on a fait des entraînements à Séville, en Espagne, en Arizona beaucoup, en Floride. Pas mal, et une année aussi à Dubaï où bizarrement on est tombé sur le moment où ils avaient du brouillard, de la neige, et on a quasiment pas pu sauter en 2 semaines d'entraînement, donc c'était complètement fou. Ouais. Et sinon, pour les lieux où on a eu l'occasion d'être invité, on a pu faire beaucoup de coins en Australie qui sont plus beaux les uns que les autres. On a eu la Sicile, l'Etna, on a eu le Kenya, le Brésil. Ouais. Donc en Australie, on a eu 2 sites justement qui est complètement lié au fait qu'on avait eu la chance de gagner là-bas. Donc parce qu'ils ont des petits coins, les locaux, où ils vont pas inviter, enfin ils invitent que les Australiens évidemment normalement. Donc on a pu sauter au-dessus d'Ayers Rock ou le Roux, donc c'était emblématique, c'était parfait en plus parce qu'on avait les combinaisons aborigènes. D'ailleurs c'est une petite anecdote que je vais raconter dans une seconde. Et on a pu sauter sur la barrière de corail. Donc ça c'est des sites exceptionnels. Si je ne me trompe pas, on était les premiers Français à faire ça, c'est sûr. Et puis il y a eu les pyramides d'Égypte. Et les pyramides d'Égypte. Complètement fou. Peut-être avoir la chance de retourner dans 2 semaines, si malgré les restrictions du Covid, on a le droit. Normalement, on retourne sauter dans 2 semaines dessus des pyramides. Mais j'ai une anecdote, alors je peux la raconter ou pas? Alors très bien, j'en profite, j'aime bien. Donc,
on va faire ce championnat du monde en Australie. On s'y prépare depuis longtemps. Karine a eu le génie de créer ces combinaisons-là aborigènes, à motif aborigène, avec même le masque qui est au-dessus du casque, qui sur certaines figures en plus présente du coup, efface notre visage humain et présente juste cette tête de masque aborigène tribal, donc c'est magnifique. Et moi j'ai une idée en secret, comme j'étais allé 15 ans avant en Australie, j'ai prévu dans le parcours, parce on va y rester un mois de plus, c'est un voyage qui est tellement loin qu'on se prévoit du coup un mois après la compétition, quelle que soit l'issue de la compétition, et j'ai prévu un passage à Ayers Rock. Et en tête, j'ai cette idée d'arriver à soudoyer un pilote d'hélico ou d'avion, de n'importe quoi, pour le convaincre de nous dropper vite fait en sauvage au-dessus d'Ayers Rock, je sais pas, j'ai cette idée folle en tête, et voilà. Et la veille de la fin de la compétition, il y avait beaucoup de bénévoles sur place, et un des chauffeurs de bus qui nous amenait à chaque fois de la zone de posée à l'embarquement, à l'aérodrome, était justement le propriétaire de Skydive Uluru, parce qu'il se trouve qu'ils avaient créé ça en fait depuis 3-4 ans, une structure là-bas pour faire des sauts en tandem au-dessus d'Uluru. Et c'est lui qui nous aborde en fait. Il nous dit, les gars, si vous avez le temps, j'aimerais tellement, ça serait un honneur, venez chez moi faire au moins un saut avec vos combinaisons et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je rêvais de faire, et là on me le donne sur un plateau, donc on a pu faire ça. Là, c'est une belle histoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc notre discipline fait partie des disciplines artistiques, et il y a très peu de gens qui poussent un petit peu le programme créatif jusqu'au costume. Et je trouvais ça dommage de pas utiliser vraiment le côté tout entier de notre sport. Et comme on allait en Australie, parce que en fait il y a des appels d'offres de différents pays pour accueillir les championnats du monde, on a eu la chance de tomber sur l'Australie. D'autres années c'était beaucoup moins sexy, hein. C'est plus Pro Stay Off, ouais. l'Allemagne. Après ce sera la Russie. Enfin bon, donc on était super contents. Je me suis dit c'est l'occasion de trouver une thématique forte et de jouer avec ça. Donc évidemment quand on pense à l'Australie, il y a ce fameux peuple aborigène qui est là depuis des milliers d'années, qui a été bien persécuté au passage. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de rendre hommage, en fait, aux aborigènes. Et donc, on a créé tout ce costume et puis le saut autour de la thématique aborigène. Et faut savoir que Uluru, donc Ayers Rock, c'est un des symboles le plus fort de la culture aborigène en Australie. C'est pour ça que pour nous, c'était vraiment important d'aller fêter notre titre à cet endroit-là. Parlons un peu plus aviation, parce que vous avez aussi sauté dans plusieurs avions, j'imagine, plusieurs sortes d'avions différents. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui vous ont marqué dans des avions particuliers? Carrément. Énormément. En fait, on se fait même une espèce de petite collection mentale de tous les avions desquels on peut sauter. Il y a même l'Antonov, le vieux biplan. Enfin, on a une multitude d'avions. On n'a pas encore fait le Nord Atlas. Ça, c'est dans la to-do list. Parce qu'en plus, il y en a un encore actif en France. Mais si je voulais raconter une petite anecdote, mais je pense qu'on va la raconter à deux. Ça serait le saut du DC-3 pour le Nouvel An en Arizona. Saut de nuit, déjà c'est rare. Et en plus du DC-3, alors là... Ouais, c'était irréel. En fait, ils nous ont proposé ça sur un entraînement qui était à cheval avec le Nouvel An. Les Américains de dire, s'il y en a qui veulent, déjà parce que ça sous-entendait de pas boire jusqu'à minuit. C'est une information importante, c'est sur pas évident. Sur une drop zone, c'est pas facile. Un jour de Nouvel An en plus. Exactement. Donc nous on a levé la main tout de suite. Après on s'est dit il faut pas boire, ça va être dur. Et donc ils nous ont parqués complètement. Ils ont vraiment joué le jeu hyper au niveau sécurité. On est même parti de la drop zone, je crois, pour pas le tenter. Et donc on s'est équipé avec 2-3 pauvres lumières qu'on est censé voir mais qu'on voyait pas. Enfin c'était les sticks de lumière qu'on a collés sur nos combinaisons scotchées. C'était une nuit en plus sans lune. C'était vraiment le noir absolu. Et donc on embarque dans le DC-3, évidemment les moteurs piston étoile, donc c'était irréel. Et puis il y a cet instant-là qui dure dans ma tête un quart d'heure, où quand on quitte l'avion, il y a ce bruit vraiment spécifique de cet énorme bimoteur avec l'énorme aile on dirait comme un poisson, une espèce de... Enfin c'est juste majestueux. Et les étincelles aussi. Et les étincelles du moteur, et puis là on est dans le noir, et ça a aucune importance à ce moment-là, parce que c'est trop magique ce qu'on vit. Et au bout de quelques secondes, on s'installe en se disant voilà, est-ce qu'on va être dans le noir absolu, est-ce que ça va être terrifiant ou pas? Et puis en fait, on voit Casa Grande qui est super bien éclairée, qui est quand même une ville immense. Et je sais pas, tout à ce moment-là était juste irréel. C'était vivre un truc en spectateur, en étant je sais pas, dans un rêve quoi. C'était voilà. Ouais, c'était un cadeau, de pouvoir sauter d'un avion aussi historique.
déjà, et puis dans des conditions aussi exceptionnelles. Hein. C'était vraiment fou, quoi. Ouais, ça donnait la dimension magique. Après, on a eu la chance de sauter, par exemple, en Égypte. D'ailleurs, c'est la seule façon de pouvoir sauter en Égypte. C'est de l'Hercule C-130. Mais on s'imagine quand même bien ce que ça peut être en avance. Ça reste un privilège extraordinaire, mais on arrive quand même à s'imaginer en avance ce qu'on va vivre. Là, le DC-3, c'était pour moi une grosse surprise. Quand même, c'est difficile d'anticiper la claque qu'on prend à la sortie de l'avion. Parce qu'en fait, donc toutes les tranches arrière, les Skyvan aussi sont des avions en tranches arrière, qu'on connaît un peu plus, qu'on pratique un peu plus en parachutisme. Et c'est vrai que il y a ce petit moment de silence quand on sort, en fait, on n'a pas tout de suite le vent qui nous attrape. Et donc déjà en Skyvan, c'est rigolo à vivre. Donc c'est des avions où on tient debout, évidemment. Donc on peut partir en courant et en s'élançant comme ça, en regardant l'avion partir, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que du Hercule, on s'est vraiment fait surprendre. Ou même en se préparant, en s'accrochant bien les uns aux autres, quand la claque du vent nous attrape, là, c'est vraiment fort. Est-ce que vous avez des avions de rêve, des avions dans lesquels vous n'avez pas encore, desquels vous n'avez pas encore sauté, mais que vous aimeriez tenter, en fait? Alors, moi, il y a c'est le B-17 ou le C-17, je sais pas. Le C-17, gros C-17, avion de transport ouais, américain à réacteur? Ouais. Alors là, pareil, c'est les Australiens qui sont arrivés à faire ça sur la côte Est. Là, j'étais un peu jaloux quand j'ai vu les images. Parce que c'est invraisemblable, la taille ils sont alignés, je crois, une dizaine sur la tranche arrière debout, et, enfin, ça paraît irréel. Donc là, mais juste parce que pour la gloire du truc, ça serait génial. Sinon, moi, j'ai une envie beaucoup plus simple de n'importe quel biplan, en fait. Les anciens biplans, un peu, parce que justement, le fait de se préparer, donc, d'être sûr qu'on n'a aucune accroche dans l'avion et qu'on est prêt à partir, et de lancer, en fait, ce demi-tonneau, qui fait que du coup, par gravité, on tombe. Mais je trouve ça juste magique. Moi, j'aimerais juste faire ça. C'est comme l'éjection pendant les pionniers, en fait. À l'époque où il n'y avait pas les sièges éjectables. C'est vrai. Ils inclinaient aussi, et puis. Voilà. Bah, là-dessus, je le rejoins. C'est vrai que... Un vieux biplan, un vieux Warbird. Avec les chars. Est-ce que vous feriez ce qu'a fait Félix Baumgartner? Ah! Mais ensemble. Et avec une chorégraphie. Alors, c'est beaucoup demandé quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, forcément, plus on monte haut, moins l'air est porteur. Et donc, on n'a pas notre coussin d'air qui nous permet de nous diriger. On subit et du coup, de mettre notre corps dans la position. Pendant les premiers instants, ouais. Donc, faire des figures si haut, en fait, c'est pas possible. On est obligé de subir avant de retrouver. Sauf si vous faites comme Wall-E, et que vous avez des petits propulseurs. Oui, ah oui. Des petits propulseurs. Et du coup, ça ferait... On pourrait proposer à Red Bull ça, avec des petits propulseurs et tout. Ouais. La combinaison ça peut être pas mal. La combinaison de beaucoup de technologies du moment en plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens volent en ce moment. Que ce soit le surf ou les jetman ou celui qui a les réacteurs directement au bout des points, un peu justement comme Iron Man. Mais en combinant un petit peu toutes ces technologies, il y a peut-être un truc à faire. C'est compliqué évidemment, mais il y a peut-être un truc à faire. En tout cas, c'est une question qui est super intéressante, l'histoire du saut de Baumgartner, parce que il est difficile le saut et le matériel, il prend une part qui est énorme. C'est presque 90% le matériel qui fait le boulot. Donc du coup, il faut beaucoup de sang-froid pour accepter ça déjà. Je pense que les astronautes le comprendraient immédiatement et que les parachutistes, il y a un temps d'adaptation assez énorme. Pas de liberté de mouvement en trop dans ces conditions. En plus, mais c'est surtout quand ça amène un principe qui est très simple. Tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est juste qu'il faut plus ou moins de temps de préparation. Et un saut comme Félix a réalisé et comme celui que Félix a réalisé, c'est juste comprendre que oui, il va falloir faire énormément de sauts dans la contrainte et dans l'angoisse. Par exemple, lui, effectivement, avait les avant-bras bloqués sur l'avant, parce que c'est le scaphandre, il peut pas être bloqué sur l'arrière, sinon c'est définitivement bloqué sur l'arrière, on peut plus rien faire de ça, on peut pas ouvrir un parachute, on peut rien faire. Donc il est bloqué sur l'avant pour pouvoir faire les commandes et des choses comme ça, mais ça c'est hyper anti-aérodynamique, c'est pas fait du tout. Donc il y a des contraintes, il faut faire la part des choses et augmenter les doses d'entraînement pour arriver à finalement à vivre avec ces contraintes en fait. Donc c'est intéressant le chapitre Baumgartner. On l'a eu d'ailleurs pour le Parapro, ce chapitre-là, il est très très intéressant. Vous avez aussi des projets pour le futur, j'imagine, parce que vous êtes tout le temps à gauche, à droite, avec un emploi du temps de ministre. Hein. Ça s'est vu parce que pour préparer rien que cette rencontre, ça a pris du temps. Alors que pourtant on se connaît depuis un moment. Du coup, vous avez, j'imagine, beaucoup de projets pour le futur. Oui, beaucoup d'ailleurs. Il faut faire des choix souvent au niveau de l'emploi du temps. Alors, on a un projet qui vient de tomber pour lequel on a fait beaucoup de place. C'est le projet 4D avec iFly.
Donc Headfly, c'est cette grande franchise de simulateurs de chute libre. C'est sous Fleury Sportive. Donc c'est un projet voilà de réalité virtuelle, réalité augmentée pour la soufflerie. Alors on peut pas tout dévoiler pour l'instant parce que le projet est pas fini d'être abouti, mais ça c'est un gros projet sur lequel on travaille en ce moment. Et puis on a des projets qui sont apparus naturellement pour nous. Le fait d'avoir eu la chance de sauter au-dessus des pyramides, c'est un petit peu ouvert en nous cette envie de peut-être répéter ça sur d'autres sites de patrimoine de l'humanité. Voilà. Et puis, pour ma part, il y a le coronavirus qui nous a quand même bien freiné dans notre emploi du temps, qui était essentiellement à l'étranger. Donc, il faut aussi qu'on se réadapte par rapport à ça. Et puis, du coup, ça m'a laissé un petit peu de temps, pour ma part, pour créer un livre que j'espère sortir dans les prochains mois, où, en fait, je raconte nos 10 ans de compétition à travers toutes les aventures qu'on a pu vivre, parce qu'au final, il y a très peu de gens qui savent justement tous ces pays qu'on a visités, toutes les péripéties qui nous sont arrivées au cours de ces 10 années d'entraînement et de compétition. Et j'en profite aussi en fait pour faire ressortir tout l'apprentissage personnel, savoir comment gérer des situations, des imprévus, gérer son stress, et puis toutes ces ressources qui nous ont permis d'arriver au sommet. Donc voilà, peut-être prochainement on reviendra parler de ça. Et c'est quoi l'objectif ultime pour vous deux ? C'est difficile de trouver un objectif ultime parce que pour nous c'était ça, devenir champion du monde. Quand on a découvert que c'était une possibilité, tout était dédié à ça. On avait la concentration de nous deux, de notre couple, était dédiée entièrement à devenir champion du monde. Et on peut pas avoir la prétention de dire de toute façon on y arrivera, donc après on fera ça ou si. Donc le jour où en fait où ça se concrétise, on est un petit peu genre waouh, c'est vraiment arrivé. On y est arrivé. Et on a passé 1 an, mais vraiment 1 an, tous les matins on se réveillait genre oh, putain c'est vrai, on l'a fait. Et c'est donc en fait, il peut pas y avoir tout de suite un enchaînement après ça, et je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens, pas que dans le sport d'ailleurs, dans beaucoup de domaines où les gens se sont fixés des objectifs immenses en disant je vais tout faire pour y arriver, en sachant très bien que c'est possible que je n'y arrive jamais. Donc voilà, quand on arrive enfin à devenir champion du monde, du coup derrière il y a d'autres choses qui paraissent moins importantes. Faut juste prendre le temps d'avoir une pause et de se dire ok, maintenant qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Pour ma part, je pense que Karine aussi, j'ai plutôt envie de m'en servir maintenant pour me dire ok, ça m'a forcément ouvert des portes différentes ou qui m'étaient pas accessibles avant, et donc voilà. Mais on est encore un petit peu en phase réflexion. Ouais. Le fait de sauter sur d'autres sites du patrimoine, on sait que ça nous est accessible grâce à tout ça justement, à ce réseau, cette communauté qui est très forte et très soudée, qui va nous laisser ouvrir ces portes-là, et aussi grâce à notre titre, ça c'est sûr. Mais il y a encore d'autres choses. On est en mode un peu réflexion encore. Du coup, votre actualité la plus chaude, entre guillemets, c'est que vous venez de sortir une vidéo assez particulière. Vous pouvez nous en parler un petit peu, où elle a été tournée, dans quelles conditions, etc. Eh bien, en fait, alors c'est marrant l'histoire de cette vidéo. On est entouré de gens qui ont beaucoup de compétences autour de nous. Et j'ai vu qu'il y avait un petit jeune qui était un génie absolu de l'édition vidéo. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il pourrait peut-être faire un truc sympa, mais je lui ai imposé aucune contrainte, ni de temps, ni de cadre, ni de quoi que ce soit. Je lui ai simplement donné nos 3 meilleurs sauts de l'Australie. C'était en décembre 2019. Et je lui dis, tiens, vu que c'est ta passion, regarde si tu peux pas faire un truc avec ça, ça t'intéresse. Et il me dit, ah ouais, c'est trop bien, génial, merci beaucoup. Et en fait, on a un petit peu oublié ça. Et 2 mois plus tard, il nous balance cette vidéo-là, que vous allez pouvoir regarder. Et même nous, on a juste halluciné sur la qualité du travail qu'il avait fourni. Chair de poule, larmes aux yeux. Il a retranscrit l'émotion qu'on avait nous en tant que compétiteurs pendant cet événement qui a marqué nos vies, quoi. C'était vraiment dingue. Le gros bluff. Alors, c'est tourné d'une manière épique. Vous verrez, en fait, il a mélangé un petit peu les effets spéciaux et notre performance. Mais finalement, en ce qui me concerne, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête quand on est dans ces compétitions. On est en train de se battre pour un truc complètement épique. On est des espèces de super-héros, le temps d'aller décrocher notre titre ultime, quoi. Et dans la bataille avec les autres équipes, c'est vraiment fort, et je trouve qu'il a vraiment réussi à retranscrire ça avec une main de maître. Et donc la vidéo était d'une qualité telle que j'ai dit on peut pas la poster n'importe quand, n'importe comment. C'est trop beau. Donc on va attendre une occasion bien particulière, et donc ça a été le 10 octobre.
On a expliqué ce projet-là à Skydive TV. On leur a dit, le 10 octobre, c'est l'anniversaire, c'est les 2 ans de la victoire en Australie. Est-ce que vous pensez que cette vidéo-là, elle vous intéresserait? Ils ont tout de suite dit oui. Donc voilà, on a eu de la chance, tout le monde a joué le jeu et maintenant elle est disponible en ligne. Et merci encore Manu, Humanigreen. 2 ans en titre. Ça, c'est beau. Du coup, pour aller voir leur vidéo, il faudra suivre le lien qui s'affiche ici sur votre écran. Et pour terminer cette interview, Greg et Karine m'ont envoyé du matériel vidéo pour que moi-même je fasse mon propre petit montage à ma sauce de leur vol. Si vous voulez aller voir leurs actualités et leurs magnifiques photos, notamment au-dessus des pyramides, n'hésitez pas à aller dans les liens qui se trouvent dans la description. Moi je vous dis à très bientôt et bonne vidéo à vous au pluriel. Salut! Merci beaucoup Vincent. Et puis tous les gens qui suivent la chaîne, merci de la suivre parce que c'est une chaîne fabuleuse. Salut!